friend is not diamonds. Her lawyers. Je pense que j'ai rencontré la femme de ma vie, ouais. Soit tu veux découvrir la vérité, soit tu continues à croire que t'as raison. Ça sort, ça sort. Police! All's Fair, la première série avec Kim Kardashian qui bat déjà des records, le phénomène Love is Blind en version française et Les Disparus de la gare, un thriller tiré d'un fait divers glaçant en France. C'est le sommaire de notre émission consacrée à l'actualité des séries sous toutes leurs formes. Bienvenue à tous et bonjour Nina Masson. Bonjour Louise. Merci d'être avec nous. On va donc commencer avec une série ultra attendue, All's Fair, avec dans le rôle principal une star qu'on ne présente plus, Kim Kardashian. Oui, avec un autre réalisateur qu'on ne présente plus, Ryan Murphy, vous savez, qui est à l'origine de Glee, d'American Horror Story. Il revient, ou de Nip Tuck aussi, un grand classique des séries. Donc il revient avec cette série All's Fair avec Kim Kardashian, diffusée sur Hulu aux États-Unis, c'est Disney+ en France. Cette série qui a déjà battu un record absolu, celui de visionnage de sa bande-annonce, record absolu pour dans toute l'histoire de la plateforme de streaming Hulu. Donc 44 millions de vues en une semaine. C'est un chiffre hallucinant. Les gens qui l'attendent, de pied ferme. Pour le diffuseur. Alors c'est clairement dû à la présence de la star Kim Kardashian qu'on ne présente plus, et preuve que la politique du star system reste une valeur sûre donc pour les producteurs. C'est l'histoire d'une équipe d'avocates spécialisée en droit du divorce. Petit écho à l'histoire de Kim Kardashian et à son divorce fracassant avec Kanye West. Bon, je digresse là. Donc, cette équipe d'avocates spécialisées qui quittent leur cabinet majoritairement masculin pour ouvrir leur propre institution. Au programme, on s'en doute, contrat à 8 chiffres, secrets, scandales, complots, bref, des femmes puissantes incarnées par une pluie de stars. Il n'y a pas que Kim Kardashian. Ouais, mais c'est quand même le produit d'appel. Hein. Désolée d'utiliser ces mots, mais c'est bien le marketing des séries aujourd'hui. Glenn Close, Sarah Paulson ou encore Naomi Watts aussi au casting. Ça sort en France le 4 novembre, je l'ai dit, pour la France, Disney+. On regarde la bande-annonce ? On regarde la bande-annonce. Deep breath. Tell us your story. It's been a lot. I'm sorry. No. We don't meet with sorry people. You know what a girl's best friend is? Not diamonds. Her lawyers. He hurt you. Get mad. Get hot. Get revenge. Kim Kardashian, qui, on s'en souvient, avait explosé grâce à la télé-réalité, ce qui doit faire rêver les participants d'un programme dont tout le monde parle aux quatre coins du monde. Ça s'appelle Love is Blind. Vous en avez entendu parler, j'en suis sûre. Et la version française vient de sortir. Ça s'appelle Pour le meilleur et à l'aveugle. Oui, qui pose à nouveau cette question. L'amour est-il aveugle ? Question que pose, ou plutôt que fin de poser Netflix pour cette adaptation hexagonale donc de la franchise planétaire Love is Blind, qui a été lancée en France le 10 septembre dernier et qui promet pour la France une relecture authentique et mature du concept américain. Alors, authentique et mature, ça veut dire quoi ? Ça veut dire des candidats plus âgés et même des parents célibataires parmi les candidats sélectionnés, ce qui permet, c'est vrai, aux téléspectateurs de se reconnaître dans certains candidats. Alors, à part ça, c'est toujours le même concept, toujours 15 femmes et 15 hommes isolés dans des capsules, isolés, séparés par un mur, qui se livrent à des confidences sentimentales censées faire naître des liens avant même de se voir. Au bout du tunnel émotionnel, une demande au mariage, une lune de miel, un emménagement et puis forcément un mariage ou pas, filmé en 4K. On regarde la bande-annonce. Vous allez peut-être retrouver votre âme sœur sans jamais l'avoir vue. Alors, est-ce que l'amour est vraiment aveugle ? Cette expérience, je la prends un peu comme presque une dernière chance de retrouver l'amour. Et j'ai envie d'avoir une famille. Il y en a, ils font des métiers de ouf. Certains hommes ne sont pas prêts à date une maman solo. Je mesure 1m82. Je lui ai fait un peu part du fait que je craignais son physique. Il y a 2 personnes qui me touchent dans cette expérience. Je pense que j'ai rencontré la femme de ma vie, ouais.
Veux-tu m'épouser? Dans celle vie et dans toutes les autres, oui. Ça va bien se passer. Vous aurez reconnu le champion de judo français Teddy Riner. Netflix promet donc non pas un programme de divertissement, mais bien, je les cite, une expérience sociologique. Carrément. Mais oui. Là où les versions américaines ou brésiliennes misaient sur du spectaculaire, Love is Blind version France se rêve effectivement en expérience sociologique. Et pour cause on y parle religion, politique, classe sociale, des conversations un peu tabous qu'aucun algorithme Tinder ne saurait déclencher. Alors c'est vrai, on sent un vrai parfum de culture française avec des conversations plus cérébrales, parfois plus justes, mais je dois dire que le vernis d'authenticité s'écaille assez rapidement. Je vous sens un peu sceptique. Qu'est-ce qui vous a déplu alors? Eh bien, je dois dire que j'ai été franchement surprise par le niveau de drame que l'on atteint dans les capsules. La production Netflix elle-même était choquée par l'intensité des échanges et des déclarations pour la version française. En fait, soyons clairs, les candidats ne font que pleurer tout le temps, à tel point qu'on se demande c'est pas gentil. si c'est pas une consigne. Non, mais c'est drôle, à tel point qu'on se demande si c'est pas une consigne de tournage, qu'on ne s'y trompe pas. L'émission reste un pur produit Netflix, parfaitement rythmé, parfaitement lisse dans sa mise en scène et surtout une émission très conservatrice puisque la finalité reste l'alliance conjugale hétérosexuelle en robe meringue et costume 3 pièces. Les rôles restent extrêmement genrés et continuent de structurer la narration de A à Z, ce qui donne une émission qui prêche la sincérité mais qui s'épanouit dans le simulacre. Donc en fait, l'amour n'est pas aveugle, j'ai envie de dire, il s'éblouit même par sa propre mise en scène, il se regarde exister, et finalement on se dit que si l'amour était vraiment aveugle, il n'y aurait pas besoin d'autant de caméras pour y voir clair. On a bien compris la critique. Tout autre genre, peut-être plus de sincérité là, en tout cas. Les disparus de la gare sur Disney+, une série inspirée de faits réels, une affaire criminelle qui a tenu, Nina, la France en haleine pendant près de 3 décennies. Oui, avis aux fans de polar et de true crime dont je fais partie. Avec cette affaire qui a terrorisé la France effectivement entre 1995 et 2001, affaire qui n'a toujours pas livré tous ses secrets d'ailleurs. Tout commence dans le quartier de la gare de Perpignan, un soir de septembre, il y a pile 30 ans. Une adolescente, Tatiana, de 17 ans, disparaît sans un cri, sans un témoin. Son corps n'a d'ailleurs toujours pas été retrouvé aujourd'hui, son corps ou elle, on ne sait pas en fait ce qui lui est arrivé. S'en suivent 3 meurtres de femmes, dont 2 ont subi d'atroces mutilations génitales. C'est jamais vu à l'époque dans la France donc, du XXe siècle. L'œuvre d'un prédateur sexuel, fétichiste, multirécidiviste, hors norme. La série va retracer la traque pendant 20 ans de cet effroyable meurtrier qui échappe à la police jusqu'en 2015, lorsque les progrès de la recherche scientifique finissent par identifier un ADN. On va regarder la bande-annonce. Leila Shakir, 19 ans. On essaie de trouver où et quand elle a pu le croiser, son meurtrier. Et on garde la tête froide. Tatiana Andujar, ça vous parle? Elle a disparu aussi autour de la gare. Non, ils se connaissaient pas. Il y a 3 ans, quand ma fille a disparu, vos collègues, là, nous ont presque rionné. On a parlé avec le légiste. Apparemment, on doit chercher un médecin. Tant qu'on l'a pas retrouvé, je veux que vous demandiez à tous les groupes de sillonner la ville H24, c'est clair? Ce qu'il nous faut, c'est un petit détail qui va nous garantir à 100% de le faire craquer. Il est pas clean, ce gars-là. Il peut pas être clean. Voilà pour les disparus de la gare. Alors Nina, on sait, la fiction française se passionne régulièrement pour les faits divers. En quoi cette série sort un peu du lot? Alors 2 choses très bien vues dans cette série. D'abord le parti pris de raconter cette histoire à travers le point de vue et le regard donc de 2 femmes, une enquêtrice et la mère de l'une des disparues. Mais surtout c'est un programme qui refuse de se placer du côté du bourreau pour adopter le point de vue des victimes, et dans un paysage audiovisuel qui est quand même assez fasciné par ces monstres. Et bien, ça détonne. En fait, c'est une sorte d'anti-Dahmer, vous savez, du nom de cette série Netflix qui porte d'ailleurs le nom de ce criminel cannibale américain. Vous savez, on dit souvent, quand on parle des victimes, elles se trouvaient au mauvais endroit, au mauvais moment. Et bien, cette série dit non, c'est une des répliques de la série. Elle dit, c'est le tueur qui se trouvait au mauvais endroit, au mauvais moment. En fait, c'est une fiction qui séduit aussi par sa mise en scène du hors-champ, une mise en scène dans laquelle la violence est reléguée à la marge du cadre.
cadre. Elle en devient d'ailleurs plus oppressante. Ça permet de révéler la violence systémique en fait qui est faite aux femmes dans la vie réelle, celle des faits mais aussi celle des institutions d'ailleurs. Et c'est là où la fiction rejoint la réalité aujourd'hui, puisqu'un nouvel appel à témoins a été lancé par le parquet de Nanterre en septembre dernier pour tenter de relancer l'enquête autour de la disparition de Tatiana Andoujar, la première victime dont je vous parlais, dont le corps donc n'a jamais été retrouvé. Voilà, ce qui nous prouve que cette série est encore tristement contemporaine. Très actuelle. On termine avec une série documentaire, Nina, signée de 2 créateurs de contenu, Sofiane et Seb Lafrite. Oui, Seb Lafrite, 2 figures du YouTube français, 2 potes aussi, qui sont liés par une même passion pour la narration et qui unissent leur univers dans cette série documentaire en 8 épisodes diffusés sur Canal+, diffusés et produits par Canal+. Le concept est simple, à partir d'objets insolites présentés dans une exposition fictive qu'ils ont créée juste pour la série. Ils déroulent tous les deux le fil de leurs souvenirs de voyage, ou plutôt d'expériences hors du commun aux 4 coins de la planète. Je cite quelques-unes de ces expériences. Simuler sa propre mort, c'est un concept qui est vraiment proposé en Corée du Sud. Participer à un concours qui consiste à ne rien faire. D'ailleurs, Sofiane a gagné un prix toujours en Corée du Sud. Ou encore manger des pâtes de poulet ou tourner dans le clip d'un chanteur indien. Tout ça sont des vraies expériences qu'ils ont recréées et filmées pour la série. Et alors, il y a un passage évidemment des codes d'Internet à un concept un peu plus télévisuel. C'est réussi ? Alors, je dirais oui et non. Alors d'un côté oui, parce qu'on retrouve l'énergie solaire du duo et une vraie authenticité dans leurs réactions et leur complicité au fil de ce périple, ce qui donne cet objet télévisuel hybride entre le voyage initiatique et l'autoportrait générationnel. Et de ce point de vue, oui, c'est réussi, surtout après, on le sait, des années de cohabitation difficile entre les plateformes, surtout YouTube et la télévision, qui enfin réussissent un peu ce mariage. Je pense à la codiffusion récente du GP Explorer de Squeezie sur les antennes de France Télévisions. Sauf que là, le mariage se heurte à certaines limites parce que, justement, en voulant élargir le cadre, je trouve qu'ils rétrécissent leur point de vue. Il manque justement cette authenticité qui faisait le sel des vlogs sur YouTube. Donc là, le duo reste sympathique, mais ce qui gagne en moyens, ils le perdent en humanité, je trouve. Merci beaucoup, Nina. À très bientôt ici dans À l'affiche. Et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc sur des images de souvenirs, le fabuleux voyage de Seb et Sofiane. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. Et qui fait ça, mec? Bon quoi? Une exposition de ses souvenirs? Bah nous. Nous deux, c'est Seb et Sofiane. On est amis depuis longtemps et on a eu la chance de beaucoup voyager ensemble. À chaque fois, on a rapporté plein de souvenirs. Et vous allez voir, chaque objet présenté ici a une histoire. C'est quoi ça? C'est quoi? T'es un malade!